Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose aujourd'hui une analyse de la société française face à l'enjeu environnemental. Il s'agit d'un livre intitulé « Écolo, mais pas trop », écrit par Jean-Baptiste Comby, qui est sociologue, maître de conférence à l'Université Paris II. Le livre s'appuie sur 2 enquêtes sociologiques menées entre 2012 et 2018. Les résultats indiquent que les positionnements vis-à-vis de l'environnement résultent prioritairement de la manière dont les enquêtes articulent leurs capitaux culturels, diplômes, compétences ou goûts socialement monnayables, et leurs capitaux économiques, revenus, patrimoine ou biens d'équipement. Ce qui conduit à envisager 7 positions occupées dans l'espace social, à savoir bourgeoisie, 19% de la population, petite bourgeoisie, 33%, et classe populaire, 47%, chacune vue sous l'angle économique et sous l'angle culturel. La 7e catégorie concerne la population précarisée. Voyons maintenant ce qui caractérise chacune de ces catégories. Dans la catégorie bourgeoisie culturelle, il s'agit d'abord de privilégier les postures pragmatiques partant du principe que l'on ne peut pas se passer brutalement d'un modèle à un autre. Les écologistes réformateurs ne partagent pas les normes lexicales et vestimentaires des activistes. Le vocabulaire est celui de l'enthousiasme, de la joie, du dynamisme. Les tenues cultivent la discrétion, pas de couleurs vives, pas d'habits amples, pas de logo. On y valorise l'écotourisme, l'économie circulaire, les vélos et les voitures électriques. Mais on y tolère aussi les divergences d'opinion, par exemple sur le nucléaire. Cette position résulte de leur parcours biographique et culturel et les empêche de rompre avec l'ordre établi. Le bourgeois, qu'il soit à tendance culturelle ou à tendance économique, est peu disposé à mettre en sourdine les dimensions consuméristes de son style de vie. Il est simplement soucieux de le valoriser moralement. La question environnementale ne représente pas un enjeu de classement social. La bourgeoisie économique se montre elle aussi soucieuse de ne pas voir le volume de ses émissions de gaz à effet de serre s'envoler trop fortement. Elle a le sentiment d'être prise en étau entre la nécessité de montrer patte verte et le souci de ne pas compromettre le statut social. La démarche environnementale sert alors à moraliser le capital économique pour entretenir la légitimité de son accumulation. Achat de véhicules électriques, travaux d'isolation, etc. Voyons maintenant la petite bourgeoisie. Là, le clivage est plus franc entre le côté culturel, qui s'appuie sur l'écologie réformatrice pour moraliser la réussite matérielle, et de l'autre, le côté économique, qui, sans être anti-environnemental, s'oppose aux politiques de l'écologie, au risque d'être taxé d'insouciant et d'égoïste. Dans un cas comme dans l'autre, l'écologie devient peu à peu un enjeu statutaire, c'est-à-dire un thème du débat public sur lequel on se positionne pour faire valoir son style de vie, affirmer sa place dans la société. Le positionnement de la petite bourgeoisie culturelle est dû pour beaucoup à une contradiction entre les ressources culturelles élevées et des ressources économiques faibles, ce qui incline à convertir la restriction subie en sobriété choisie, en adhérant au principe de la décroissance, une position marquée à gauche. Ce système de socialisation politique favorise la rupture entre les critères établis de la réussite. Elle soutient les modes d'intégration sociale plus atypiques qui valorisent les habitats participatifs, les éco-hameaux, les groupements d'achat, les ressourceries, les vacances en vélo ou les thérapies alternatives. Des vies qui délaissent le principe de propriété, qui valorisent la non-spécialisation et la discontinuité du travail ou qui désacralisent l'institution scolaire tout en accumulant d'autres formes de capital culturel. Dans le cadre de l'enquête, ceux qui approfondissent l'écologie appartiennent tous à la petite bourgeoisie culturelle. La petite bourgeoisie économique, principalement les artisans et les commerçants, voit ses positions sociales fragilisées et dépréciées. Ce que l'écologie vient menacer, c'est la valeur de la reproduction des styles de vie. Marqueur statutaire, l'écologie fait soit figure de repoussoir pour affirmer une position réactionnaire, soit l'objet d'un investissement pour valoriser un style de vie à prétention morale. Dans ce second cas, l'enjeu écologique devient partie prenante d'une ascension sociale, mais qui s'opère d'abord par la voie économique. Concernant les classes populaires, les écologistes tendent à ignorer leur plus grande exposition aux nuisances environnementales de toutes sortes et leur faible contribution à celles-ci. Ils s'étonnent du fait que, malgré leurs vieilles voitures, leurs logements mal isolés et leur supposée pulsion consumériste, les modes de vie des moins privilégiés présentent une empreinte écologique plus faible que ceux des autres milieux sociaux. Ils continuent à croire à la nécessité de les délivrer d'un consumérisme jugé insoutenable. Mais les rythmes de vie dans les mondes populaires laissent peu de temps pour penser à l'écologie, avec souvent de longues journées de travail, parfois des horaires décalés, des trajets importants, des obligations familiales, faire les courses, cuisiner, ranger, nettoyer.
Les membres de la classe populaire assument leur distance avec les petits gestes supposés écologiques, comme avec les grands discours sur la fin du monde, plutôt soucieux de la fin du mois. Enfin, dans la fraction de la population la plus précarisée, l'écologie donne lieu à des conflits intergénérationnels et ethno-raciaux. Ceux-ci portent notamment sur l'entretien des lieux de vie, qui constitue un aspect important de la quête de reconnaissance des habitants des quartiers. La bonne tenue du foyer et du quartier répond à une aspiration d'être jugé digne de respect tant par l'entourage que par ceux qui disposent de ressources symboliques ou culturelles plus élevées pour mettre à distance la précarité et améliorer sa position sociale. Cette population a une conscience de la petitesse de son statut social, ce qui les conduit à estimer que la solution ne réside pas dans les petits gestes des petites gens, mais dans ceux des grands de ce monde, grandes entreprises, grands patrons, grands bourgeois, grands États, grands pollueurs. L'auteur conclut en soulignant que la voie réformatrice sera impuissante à réduire les nuisances environnementales et restera condamnée à une forme de marginalité. Les politiques de l'écologie se trouvent donc aujourd'hui dans une impasse. En tirer les conséquences sociologiques serait de favoriser une société dans laquelle ce seraient les attitudes pleinement écologiques qui permettraient aux individus d'être reconnus socialement. Je rappelle que l'auteur Jean-Baptiste Comby a développé cette analyse dans son livre intitulé « Écolo mais pas trop », édité par Raison d'agir en mars 2024.